Le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Le président de la transition a reçu ce matin les rapports annuels 2023 du vérificateur général, un document qui contient les conclusions de 50 missions de vérification effectuées dans divers secteurs. Aujourd'hui, 14 novembre, c'est le premier anniversaire de la reprise de Kidal par les forces armées et de sécurité du Mali Fama, une reprise suivie du redéploiement de l'administration une semaine plus tard, le film de la reconquête de Kidal et le retour de l'administration des dossiers à suivre dans cette édition. Le procès en appel de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ouvert hier. L'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassouri Fofana a été auditionné mardi dernier par un juge sur son lit d'hôpital. Préparatif de la passation de services entre les présidents sortants et entrants aux États-Unis, Joe Biden a reçu hier Donald Trump. La suite de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, la Coupe du numérique et la leçon de sport consacrée au ballon de handball constituent le menu de la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football. Enfin, la chronique judiciaire nous fera découvrir la récidive, une question traitée par l'article 5 du Code pénal malien. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Almata Ouattara, mise en ligne par Amadi Esso. Le bureau du vérificateur général du Mali a remis ce matin son rapport annuel 2023 au président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Les rapports de 290 pages couvrent la gestion des finances publiques en termes de contrôle de la régularité et de la sincérité des opérations des recettes et des dépenses, le contrôle des performances, la qualité des services et organismes publics et sans oublier l'évaluation des politiques publiques. 50 missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques ont été effectuées dans le secteur du développement rural, de l'éducation, des transports, de la santé, de la sécurité sociale, de la décentralisation, de l'énergie et de l'eau. Écoutons un extrait de l'intervention du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, des propos recueillis par Garibou Pérou. Ces documents de grande importance, fruits d'un travail exemplaire et rigoureux, traduit notre engagement collectif en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Je tiens à féliciter le vérificateur général et toute l'équipe qui l'accompagne pour leur dévouement à la tâche. Une tâche certes difficile, mais combien décisive pour l'instauration et le maintien d'une culture d'intégrité et de rigueur dans l'utilisation des ressources publiques. Le rapport annuel 2023 met en lumière les faiblesses et les dysfonctionnements qui minent encore certains pans de notre administration. Il nous rappelle les défis complexes que nous devons affronter avec détermination dans l'intérêt de la refondation de notre pays. Ces constats sont des appels pressants à l'action, des avertissements que nous devons écouter pour tracer une nouvelle voie vers l'excellence dans la gestion publique. La construction d'un Mali prospère et stable repose sur une gestion irréprochable de nos ressources. Nous devons, plus que jamais, renforcer notre culture de la performance, de l'efficience et de la transparence. Cela nécessite un changement profond de mentalité où chaque gestionnaire public sait qu'il est comptable non seulement devant la loi, mais aussi devant le peuple malien. La lutte contre la corruption et la délinquance économique est l'un des piliers de notre transition. Nous sommes résolus à redresser notre pays en nous attaquant fermement aux fléaux qui sapent notre développement. C'était le 14 novembre 2023, soit un an déjà, que les forces armées maliennes reprenaient le contrôle de la ville de Kidal, tenue depuis plus d'une dizaine d'années par les groupes armés. La reconquête de Kidal, une opération minutieusement planifiée et savamment orchestrée par les forces armées maliennes, d'importants moyens logistiques sont déployés, des troupes au sol appuyées par l'aviation pour une opération aéroterrestre qui restera gravée dans les annales de l'armée malienne. L'annonce de la reprise de Kidal a été accueillie avec euphorie partout au Mali. Les Maliens qui ont ainsi célébré une étape symbolique dans la marche vers la reconquête de l'intégrité du territoire national et retour sur les faits avec Yaya Konati.
Une entrée triomphale dans une cité jusque-là interdite. Cela faisait en effet plus de 10 ans que l'autorité de l'État n'était pas la bienvenue à Kidal. Kidal, capitale de la 8e région administrative du Mali, Kidal, ville rebelle devenue au fil des ans sanctuaire terroriste. En reprenant pied à Kidal le 14 novembre 2023, les forces armées maliennes mettaient fin à une situation humiliante pour tous. La victoire est plus que symbolique, elle est obtenue grâce à la clairvoyance des autorités et au courage des femmes. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! L'annonce qui s'est répandue comme une traînée de poudre provoque une euphorie collective. Partout sur le territoire national, les populations célèbrent un symbole de la souveraineté retrouvée. Sur le théâtre des opérations dans le septentrion malien, l'ambiance était déjà électrique dans la foulée de la rétrocession en cours des camps de l'aménagement aux forces armées maliennes. L'étape de Kidal s'annonçait non sans heurts. La mission onusienne quitte finalement la ville sur la pointe des pieds. La bataille de Kidal était donc annoncée. Elle aura bel et bien lieu et tournera à l'avantage des femmes. La reconquête de Kidal, une opération minutieusement planifiée et savamment orchestrée par les forces armées maliennes. D'importants moyens logistiques sont déployés, des troupes au sol appuyées par l'aviation pour une opération aéroterrestre qui restera gravée dans les annales de l'armée malienne. Nous sommes le 9 novembre 2023. Deux sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille à partir d'Anefis. Le premier opère une avancée de 40 km vers Kidal. Il sera rejoint le lendemain par le second dans sa base avancée à environ 70 km de la ville. Et c'est à 12 heures précises que les deux échelons entament leur progression vers leur cible. Ils observeront une pause à 33 km de la ville à l'issue d'une journée sans incident majeur. La progression reprend le lendemain aux premières heures de la matinée. Aux environs de 13 heures interviennent les premiers accrochages. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones TB2 va fortement déstabiliser les lignes défensives des groupes armés terroristes qui n'auront d'autre choix que de battre en retraite vers Kidal. Le convoi passera la nuit ce jour à 20 km de la ville. Dimanche 12 novembre, des mouvements de groupes armés sont repérés par des drones à 15 km de Kidal. Les dispositions sont prises pour les neutraliser. Le convoi se positionne sur des hauteurs et la surveillance se poursuit par les drones qui vont devoir mettre le feu sur 7 autres pick-up. Lundi 13 novembre, le convoi poursuit son positionnement autour de la ville. Un véhicule blindé détenu par l'ennemi et deux pick-up sont détruits. À la mi-journée, le convoi est à 13 km de Kidal et les vecteurs aériens continuent d'intervenir pour traiter des cibles. À 19 h, les troupes sont aux portes de la cité. Elles y passeront la nuit pour reprendre leur mouvement le 14 au petit matin. Il est 10h45 ce mardi 14 novembre quand les premiers éléments des FAMA font leur entrée dans la ville. Elles entament alors des opérations de déminage et de ratissage. La ville est désormais sous contrôle, une victoire d'étape importante saluée par les autorités maliennes. Je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des FAMA dans la conduite de l'opération de Kokoloko, conformément à la résolution 2690 de l'ONU, ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyre pendant 11 longues années. Je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Depuis la reconquête de la ville de Kidal, les forces armées maliennes poursuivent inlassablement leurs opérations de sécurisation de la région tout entière. En ligne de mire, la reconquête totale du territoire national, une lutte implacable contre le terrorisme en vue de l'affirmation pleine et entière de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. La reconquête de Kidal a été suivie du retour de l'administration dans la 8e région du Mali. Le gouverneur, les préfets et sous-préfets, les directeurs régionaux de certains services techniques sont tous sur place pour affirmer la présence de l'État et servir la population. Bema Sibi et Sidiki Balo ont sillonné quelques structures suivant leur reportage. Une semaine après la reprise de Kidal, le processus pour le retour de l'administration a été enclenché avec la nomination du gouverneur et son cabinet le 22 novembre 2023.
À partir de là, les choses se sont accélérées. L'objectif étant le retour effectif des services de l'État. Plusieurs missions sont conduites dans ce sens. L'urgence étant de rendre fonctionnels les services sociaux de base pour le grand bonheur de la population. Boukari Diallo, directeur de cabinet du gouverneur de Kidal. Il s'agit du déploiement des préfets et de l'ensemble des sous-préfets. Au niveau des services techniques aussi, plusieurs directeurs régionaux sont présents avec leurs agents et principalement au niveau des services techniques sociaux de base. Certains services techniques n'ont pas été encore déployés au niveau de Kidal. Cette présence de l'administration a mis les choses en ordre à Kidal, permettant aux services déjà sur place de travailler dans des conditions appropriées, ce qui a facilité la mission d'assistance à la population de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kidal et ses partenaires. Brahama Kamanta, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Kidal. Avec l'arrivée de l'administration générale, nous avons à travailler dans les meilleures conditions et librement, sans contrainte. Et en termes de déplacer et retourner, avec la reconquête du territoire, les gens qui sont partis vers l'Algérie et la frontière, il y a eu le retour de 288 personnes, ménages pour 1238 personnes. Donc dans le cadre du mois de la solidarité, nous avons également mené des activités et c'était l'assistance aux victimes des inondations. Des actions qui ont permis de soulager les populations en grand besoin. Du soulagement, c'est ce qu'apportent également les 4 districts sanitaires de Kidal aux habitants. Aujourd'hui, sur 23 CSCOM, 12 sont fonctionnels en plus du centre de santé de référence de la ville de Kidal. Docteur Abdoulaye Témé, directeur régional de la santé de Kidal. Le nombre de CSCOM fermés dépassait les 11, mais avec également la collaboration avec les forces de l'ordre et l'administration sur place et également les partenaires, avec la volonté des partenaires, nous avons pu faire la réouverture d'un certain nombre de CSCOM après leur fermeture. Des efforts qui ont permis de mettre à la disposition de la population un plateau technique adéquat et un personnel qualifié. Le défi reste l'opérationnalisation des 11 autres CSCOM. À Kidal, l'école qui a été durement éprouvée par des années de crise reprend vie. Les enfants retrouvent la joie des retrouvailles entre amis dans un cadre approprié. Idrissa Koulibaly, directeur de l'Académie d'enseignement de Kidal. Il n'y a eu que d'énergie, que de stratégie, que d'engagement déployé pour arriver à rendre la rentrée effective là où c'était possible dans la circonscription de l'Académie d'enseignement de Kidal. Dans ce processus de retour de l'administration, la tâche des autorités est facilitée par l'ORTM à travers sa station régionale. Elle a contribué à la diffusion de la bonne information, une tâche qui n'a d'ailleurs jamais cessé, même pendant l'occupation. Sidi El-Medi Al-Baka, directeur de la station régionale de l'ORTM Kidal. Nous sommes là depuis 2018. L'ORTM de Kidal est opérationnel, arrive à couvrir toutes les activités. Et quand je dis 2018, rappelez-vous, c'était encore au moment de l'occupation. Et malgré ces difficultés, malgré la situation politico-sécuritaire, nous arrivons à faire correctement notre travail dans l'intérêt du Mali. Le retour de l'administration à Kidal a donc permis à de nombreux services techniques de reprendre le travail dans des conditions sereines et les autorités régionales entendent continuer dans cette dynamique. Kidal, Bemba Sibi, Ibrahim Traoré, Adaman Kamara et Sidiki Balo pour l'ORTM. Le gouvernement a pris hier en Conseil des ministres un décret qui met à la disposition du ministère de l'Agriculture 400 hectares à Samako dans la commune du Mandé. Le gouvernement répond ainsi au cri de cœur de certains producteurs de la localité par rapport au morcellement de ces terres destinées à la recherche agricole. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des domaines de l'aménagement et du territoire et de la population, nous donne plus de précisions sur ce décret. Il est au micro de Bema Sibi. La superficie qui a été affectée, ça c'est la partie qui était vraiment réservée à la recherche agronomique. Malheureusement, cette partie-là a été morcelée et donnée à une société immobilière avec laquelle on devrait faire même des logements là-bas. Et aussi, on a créé des parcelles au profit des personnes. Et les paysans qui exploitaient ces terres avec la recherche agronomique des institutions, se sont réellement battus et ont pu apporter l'information au niveau du chef de l'État. Il est fermement engagé pour que le Mali puisse être
un pays autonome sur le plan alimentaire. Et on ne peut pas être autonome si on n'a pas une recherche agronomique des terres pour cultiver. Donc il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures pour restituer à ces terres leur vocation agricole. Déjà, le schéma directeur de la commune du Mandé, qui a été adopté en 2014, avait consacré cet espace-là comme zone agricole. Donc en principe, on ne devrait même pas toucher. Mais malheureusement, on a fait le contraire. C'est ce tort-là que le président a demandé de corriger. Ainsi, tous ceux qui ont eu des parcelles là-bas vont être recasés ailleurs, sur les terres non agricoles, des terres propices pour faire les logements ou autre chose. Les membres du comité de pilotage de l'agroécologie et sa transition au Mali viennent de boucler une formation de 3 jours. L'objectif est de conceptualiser la vision du Mali en agroécologie en tenant compte des spécificités économiques, sociales et environnementales. Reportage Fanta Mama Nientao. L'agroécologie n'est pas une idée nouvelle en Afrique et notamment au Mali. Et c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a initié cette formation de 3 jours. La session a permis aux acteurs concernés de partager des expériences et les bonnes pratiques en matière d'agroécologie en Afrique et d'identifier les obstacles liés à l'adoption de l'agroécologie. Suleiman Yacouba Maïga, directeur national de l'agriculture. Nous attendons beaucoup de recommandations de cette formation et qui permettent en tout cas à ces membres du comité d'être formés et de prendre connaissance des autres stratégies qui existent dans d'autres pays qui ont fait des effets positifs. Maîtriser les techniques, outiller le Mali d'un document stratégique dans le cadre de l'agroécologie et de sa transition au Mali. Selon l'ONG Mali Folk Center, cette formation n'est pas simplement un espace de discussion, mais une plateforme pour poser les bases d'une transformation profonde. Ibrahim Tougoula, président de l'ONG Mali Folk Center. Nous pensons que c'est vraiment important d'avoir une telle stratégie et le Mali Folk Center qui est une ONG, c'est-à-dire nationale, engagée depuis plus de 25 ans dans les questions environnementales, les questions de développement économique. Nous avons trouvé que c'est une belle opportunité d'accompagner ces processus avec le ministère de l'Agriculture et sa direction nationale de l'agriculture. L'ONG Mali Folk Center est le partenaire technique et financier de cette première session de formation en agroécologie et sa transition au Mali. Au dire des organisateurs, l'agroécologie est l'une des solutions pour réinventer l'agriculture et avoir des terres durables. Nous ouvrons la page inter de cette édition qui nous conduit en Mauritanie avec l'ouverture hier du procès en appel de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Celui qui a dirigé le pays de 2008 à 2019 avait été condamné en décembre 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Le procès en appel s'est ouvert sous haute surveillance sécuritaire. Des sympathisants de l'ancien président ont été empêchés d'accéder au palais de justice par les forces de l'ordre. En Guinée, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été entendu mardi dernier par un juge de la clinique Pasteur où il est hospitalisé depuis plusieurs mois. L'audition a été de courte durée car il a répondu aux questions du juge avec la gestuelle. Cette audition sur son lit d'hôpital a été demandée par son avocat. L'ancien chef du gouvernement d'Alpha Condé est poursuivi pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent et autres infractions. Son évacuation demandée par son avocat a été rejetée par la justice. Nous condamnons l'agression israélienne contre le Liban et nous poursuivons nos contacts pour y mettre fin. Déclaration du ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a tenu ses propos lors d'une visite qu'il a effectuée hier au Liban, visite au cours de laquelle il a rencontré de nombreux responsables libanais, notamment le président du Parlement Nabi Berri, avec qui il a échangé sur l'organisation de l'élection d'un président de la République au Liban. Ce poste est vacant depuis 2022 et c'est le gouvernement qui expédie les affaires courantes. Le chef de la diplomatie égyptienne a souhaité que l'élection présidentielle soit organisée à la fin de la guerre. La passation des services entre les présidents sortants et entrants se prépare aux États-Unis. Joe Biden a reçu hier à la Maison-Blanche le président élu Donald Trump, qu'il a félicité pour sa victoire au scrutin du 5 novembre dernier, une rencontre qualifiée de cordiale. Le président Biden a assuré que la transition sera la plus fluide qui soit. De son côté, Trump a déclaré, je cite, « La politique c'est dur et souvent ce n'est pas un monde très agréable. Mais c'est un monde agréable aujourd'hui et je suis reconnaissant. » Fin de citation. Les deux présidents ont discuté des questions de sécurité nationale, de politique intérieure. Donald Trump prendra fonction le 20 janvier 2025.
Nous entamons la page sport de cette édition football, la Coupe du numérique. La compétition se poursuit à la faveur de la 3e journée sur le continent. L'actualité reste dominée par les éliminatoires de la CAN 2025. Les Aigles du Mali préparent activement à Maputo la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, quelques rencontres ont été discutées hier. Le développement de la page sport avec Abdelkarim Kaba. Les Aigles du Mali préparent activement à Maputo la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le regroupement se poursuit à Maputo. Les Aigles multiplient les séances d'entraînement avec un engagement et gonflé à bloc en vue d'un succès ce vendredi contre les Mamba de Mozambique. Sur les 25 joueurs convoqués, 23 sont sur place. Toujours éliminatoire CAN Maroc 2025. Déjà quelques rencontres de la journée ont été disputées. Ce mercredi, 3 matchs étaient au programme pour marquer le début de la 5e et avant-dernière journée de ces éliminatoires. Dans le groupe J, la Namibie et le Cameroun ont fait match nul, 0 but partout. Le Libéria s'est imposé devant le Togo par le score d'1-0 dans le groupe E. Dans la poule G, le Tchad et la Sierra Leone ont fait match nul, 1 but partout. Si 16 équipes sont déjà qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il reste encore 8 tickets à pourvoir. Sur le plan local, la Coupe du numérique se poursuit. La compétition est à la 3e journée des matchs de poule. Après 2 matchs nuls, lors des 2 premières journées, l'équipe de l'ERTM a été battue par celle de la Poste. Score final 4 buts à 3. Avec cette victoire, l'équipe de la Poste enregistre ainsi sa première victoire du tournoi. Déjà lundi, l'équipe de Move Africa avait dominé celle de Télécel par 2 buts à 1. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le ballon de handball, un élément essentiel pour la pratique de la discipline. À quoi ressemble un ballon de handball? Quels sont les différents types de ballons de handball? Réponse avec Isaac Tchenou. Le handball est un sport collectif où 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon utilisé à la main en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de dimension de 40 sur 20 mètres séparé en 2 camps. Le handball se joue avec plusieurs types de ballons selon les âges et les sexes. Amadou Maïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. D'abord, chez les plus jeunes. Nous avons la taille 0 qui fait 47 à 50 cm de circonférence avec un poids de 200 à 270 grammes. Il est utilisé par les moins de 12 ans. La taille 1 a une circonférence de 50 à 57 cm avec un poids de 284 à 320 grammes. Utilisé par les garçons de plus de 12 ans et les filles à partir de 14 ans. La taille du ballon chez les juniors et seniors est également bien définie. La taille 2 a une circonférence de 54 à 56 cm, un poids de 325 à 375 grammes. Ce ballon est utilisé par les filles à partir de 16 ans. Et enfin, la taille 3, avec un poids de 425 à 475 grammes, et une circonférence de 58 à 60 cm. Il est joué par les juniors garçons et les seniors masculins. Le ballon de handball est une sphère enveloppée de matière synthétique ou de cuir. La colle appelée résine est autorisée dans un match de handball pour mieux tenir le ballon, nous précise Amadou Maïga. Afin de mieux tenir le ballon de handball lors des matchs de handball, une colle était utilisée qu'on appelle la résine. Mais de nos jours, on a tendance à abandonner cette colle pour des ballons adhésifs sans colle. Les ballons utilisés lors des matchs de handball doivent avoir une forme sphérique. Chronique judiciaire. Une chronique qui s'intéresse aujourd'hui à la récidive. Selon l'article 15 de notre code pénal, une personne est en état de récidive lorsqu'elle commet une nouvelle infraction après avoir été condamnée pour une première infraction similaire. En général, les lois imposent des peines plus sévères contre les récidivistes tout en ayant à l'œil des conditions et les éléments constitutifs de la récidive. Plus de détails sur la notion de la récidive avec Garou Pérou dans la chronique judiciaire. Simple ou légal, la récidive au sens juridique du terme est une notion qui tient compte du passé pénal d'une personne. Le concept soulève les questions juridiques et sociales. Pour qu'il y ait récidive, il faut certainement la réunion de plusieurs conditions. Maman Agali Maïga, juge au siège au tribunal de grande instance de Kati. Cette notion est prévue par l'article 15 de notre code pénal. Il y a ce qu'on appelle une condamnation. La loi exige que la condamnation soit pénale. C'est-à-dire qu'à l'issue du procès, il faut qu'il y ait une peine privative de liberté, à telle enseigne que les peines de sûreté et les peines d'amende ne sont pas prises en compte. Il y a ensuite ce qu'on appelle une condamnation définitive.
C'est-à-dire qu'il faut une peine passée en force de choses jugées. Peu importe que la peine soit exécutée, c'est-à-dire que les peines avec sursis, qu'elle ne soit pas exécutée ou bien qu'elle soit graciée. La seule condition, c'est qu'elle ne soit pas amnistiée. Parce que l'amnistie suppose que l'infraction n'a jamais eu lieu. Il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'infraction. Ici, on exige seulement que l'infraction soit postérieure à la condamnation. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit de la même nature. Il y a la récidive criminelle et la récidive délictuelle. Dans la récidive criminelle, la loi permet au juge de prononcer la plus grande peine, c'est-à-dire que la réclusion criminelle à perpétuité. En matière délictuelle, lorsque la première infraction est susceptible d'être condamnée de 1 an, la loi permet d'avenir au double. La récidive a des notions très voisines. C'est le cas par exemple du concours idéal. C'est une situation dans laquelle un individu commet plusieurs actions qui peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est le cas de l'individu en état d'ivresse qui brûle le feu, injure un policier et tamponne un piéton. C'est ce qu'on appelle le cumul idéal d'infractions. Par la même action, vous commettez plusieurs infractions. À côté du concours idéal, il y a aussi le concours réel. C'est la situation où une personne commet plusieurs infractions après avoir été condamnée. Il s'agit de la commission d'infractions successives qui ne sont pas séparées par des condamnations. Contrairement à la récidive où on exige d'abord qu'il y ait une condamnation, ensuite une nouvelle infraction. Nous avons aussi le concours de qualification. Ici, le récidiviste commet un nouvel acte criminel. Dans le cadre du droit pénal, le concours de qualification entraîne une augmentation de la peine. C'est le cas de l'individu qui commet une escroquerie avec l'émission d'un chèque sans provision. Vous avez l'escroquerie qui est une infraction à part. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'émission de chèque sans provision qui constitue une infraction à part. Ici, la loi dit qu'on procède à la plus haute expression pénale. C'est-à-dire qu'on retient l'infraction la plus lourde en matière de peine. Il y a lieu donc de faire beaucoup attention dans ce genre de dossiers, surtout quand il s'agit des dossiers d'instruction. Il faut faire très souvent attention. Tu vois, il est écrit sur le mandat récidive. Mais le juge n'a aucun élément pour vérifier réellement si la personne avait été condamnée ou bien si l'infraction pour laquelle on a dit récidive est en cours. Alors que si c'est en cours, la récidive ne joue pas. La récidive, on dit, n'intervient qu'après condamnation. L'élément principal de la récidive, c'est qu'il fait qu'il y ait une première condamnation, ensuite la commission d'une nouvelle infraction. La récidive est un phénomène terriblement présent. Il serait mieux de mettre en place les approches beaucoup plus intégrées afin de prévenir la criminalité et améliorer la sécurité dans la société. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konate avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, Alimata Ouattara pour la mise en onde, Amadi Sow pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi la présente édition et bonne écoute radiophonique.